Ok, on est back. Allô? Ça va Mélo? Ouais. Allô? Allô Yuli, ça va? Ouais, on a une invitée. Je suis là, salut, bonjour tout le monde, bonsoir, bonjour. Comment ça va déjà Yuli? On va attends, je te présente. Yuli Yamamoto, ouais. Tu es porte-parole de Attaque France. Donc Attaque France, oui. Qui est une association de comment on pourrait décrire ça? Militantisme démocratique, ouais. Anticorruption, un petit peu. Tu veux que je dise du coup? Ouais, vas-y. Ouais, alors nous on dit là-bas, c'est une association de transformation sociale, c'est-à-dire qu'on est pour la justice fiscale, sociale et écologique. Et nous, en gros, on mène des combats progressistes, pour une société donc soutenable, plus juste et solidaire. Et le canal en fait qu'on utilise à Attaque, on pense que ça passe par lutter contre le pouvoir de la finance et des multinationales. Voilà, c'est par là aussi qu'on attaque justement. Et pour ça, l'association, elle est réputée pour produire en fait des analyses, des rapports, mais aussi mener des actions très concrètes pour cibler, et notamment des actions désobéissantes. Voilà, on utilise la désobéissance et un canal un peu spectaculaire pour rendre visible dans l'espace public et médiatique les cibles qu'on veut afficher, quoi. Voilà. Nice. Ok. Description très complète. Oui. Et toi, à titre personnel, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a mené justement à rejoindre Attaque? Alors, moi, je suis donc actuellement porte-parole de l'association et j'ai commencé Attaque en 2015, tout simplement, plutôt en stress par rapport à la crise écologique que je voyais venir. Yeah. À la base, je n'étais pas du tout politisée, etc. Et c'est vraiment par le biais de l'écologie que j'ai commencé à mettre le pied dans le militantisme. Et puis, dans le cadre de la COP 21 à Paris, il y avait un mouvement qui s'appelait la Coalition 21 où Attaque était très moteur. Et puis en même temps, par rapport à mon métier, moi je suis contrôleuse des finances publiques, donc je lutte contre l'évasion fiscale, mais à une autre échelle, on va dire. Et du coup, ça me semblait assez cohérent de pouvoir concilier tout ça, à la fois mon engagement professionnel et puis personnel. Du coup, Attaque correspondait vraiment à ce que je voulais faire en tant qu'engagement, quoi. Et du coup, quel est là un peu l'état de la situation de l'association? Est-ce que là on voit qu'il y a beaucoup de combats qui se développent. Nous, on le dit souvent avec Mélo que les générations qui arrivent sauveront le monde. On espère que la note va aider, tu vois, mais globalement, il y a un regain aussi pour ces causes progressistes, même s'il y a une réaction en face à laquelle il faut faire attention. Mais en gros, il y a un regain pour ça. Quelle est la santé de l'association par rapport à ça? Est-ce que c'est vivant? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui rejoignent? Est-ce que c'est en montée? Ou est-ce que c'est en descente, tu vois, par exemple, la santé? Là, c'est en remontée. Voilà. Alors, on avait une très bonne vitalité. Quand l'association est née en 98, donc c'était pour réagir, c'était le mouvement altermondialiste qui naissait pour justement réagir à la violence des politiques économiques néolibérales qui se mettaient en place et la mondialisation. Donc là, ça avait démarré très 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 fort l'association. Puis après, il y a eu des hauts et bas. Et puis en gros, il y a quand même eu la crise du Covid qui a fichu un sacré coup à tout le monde, à toutes les organisations progressistes. Ouais. Donc concrètement, et puis aussi le gouvernement qui s'acharne sur toutes les organisations progressistes. Mais globalement, actuellement, on est dans une bonne dynamique, à la fois sur ce qu'on mène, parce que Attaque est moteur sur la question des retraites, qui est le plus grand mouvement social depuis ces 50 dernières années qui traverse la France actuellement. Et aussi sur la génération. Attaque est plutôt une association, donc on va dire composée de scientifiques, de chercheurs, d'intellectuels. Ça veut dire que c'est pas non plus l'association la plus jeune, mais en revanche, comme on choisit le canal de la désobéissance et de l'action directe, et notamment aussi dans le cadre des retraites, on a créé le mouvement des Rosies, c'est des femmes qui dansent dans les manifestations pour dénoncer l'impact de la réforme des retraites, notamment sur les femmes, qui est un canal qui attire beaucoup les jeunes. Donc actuellement, on est en train effectivement se rajeunir et d'avoir une mixité tant sur l'âge
que sur comment on pourrait dire le niveau de l'engagement très jeune ou engagement très ancien, et aussi des personnes venues un peu de tous bords, soit du milieu syndical, soit tout simplement du milieu du travail, soit du milieu féministe. Donc il y a vraiment là, ça commence vraiment à bien bouger. Cool. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples ou même ta définition de qu'est-ce que c'est des actions de désobéissance? Alors, une action de désobéissance, c'est une action qui transgresse la loi sciemment. Voilà, on choisit de transgresser la loi, mais c'est une transgression symbolique dont le risque juridique est contrôlé pour interpeller, en fait. Donc, on utilise un mode d'action illégal, par exemple, rentrer dans une entreprise privée. Donc ça, c'est illégal. Je donne un exemple. On a occupé pendant 1 an différents Apple Store en France pour dénoncer son évasion fiscale. Nice. Donc on rentrait dans ces magasins et en plus, on redécorait les espaces selon un thème. Par exemple, on avait redécoré un Apple Store en hôpital. Voilà. Et on l'a occupé pendant des heures jusqu'à être évacué par la police. Voilà. Et du coup, l'action désobéissante, c'est ça. C'est une transgression de loi, mais symbolique, avec un mode d'action non violent. Qui vise justement de transgresser suffisamment la loi pour interpeller, mais en même temps être suffisamment contrôlé pour pas avoir une condamnation qui ferait perdre son sens à l'impact symbolique qu'on veut avoir. C'est et intéressant. Aussi en passant un message comme avec l'évasion fiscale et un hôpital, c'est pour dire si cet argent était là, on aurait peut-être un hôpital à la place. Exactement. L'idée, c'est faut bien cibler. Nous, on essaye de cibler, c'est-à-dire un symbole, voilà, une entreprise symbolique où on a beaucoup de gros dossiers bien noirs à leur mettre sur la pomme, et en même temps trouver une forme un peu, voilà, joyeuse, un peu humoristique quand même, pour en même temps signaler et le problème et la solution. Voilà. Donc et ça c'est vraiment la marque de fabrique d'Attaque, c'est voilà, utiliser la désobéissance, l'illégalité, désobéir, mais sous une forme à la fois solide sur le fond, parce qu'encore une fois on produit des analyses, on dénonce pas à la légère, hein. On a des documents derrière qui décortiquent tout ça, et puis en même temps sur la forme on essaie de trouver une forme qui est suffisamment chouette pour favoriser de l'adhésion populaire et qu'on n'ait pas le retour de bâton où on nous taxe de vilains radicaux, quoi. Voilà, parce que qu'on le veuille ou non, dès lors qu'on transgresse la loi, on veut tout de suite nous taxer de radicaux qui mettent en danger les valeurs de la République. Exact. Alors, c'est marrant parce que c'est des éléments de langage qu'on entend de très loin quand on vit au Canada, mais voilà, on entend que ça se passe comme ça en France. Ma question, c'est pour beaucoup la question du non-respect de la loi, tu vois, c'est pour beaucoup aller trop loin. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi à Attaque c'est devenu votre mode d'action, enfin c'est devenu un de vos modes d'action, et en gros on a l'impression que de ce que tu dis, il n'y a pas d'autre manière d'être entendu et de s'exprimer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'action directe est devenue votre mode d'action? Ouais, alors bon, déjà la désobéissance civile et l'action directe, ça c'est des méthodes qui sont vieilles comme le monde finalement. Mais effectivement, on en arrive à l'utiliser de plus en plus, tout simplement parce que le camp adversaire est redoutable, énorme. À partir du moment où les gouvernants et les dominants dominent par la puissance économique, par la puissance médiatique, par la puissance institutionnelle. Voilà, à partir du moment où ils ont tous les pouvoirs entre les mains, ça devient très difficile de se faire entendre. Et la désobéissance, en fait, c'est un moyen qui est efficace, rapide. Surtout, voilà, ça dépend des gouvernements, mais actuellement, le gouvernement a des méthodes très autoritaires, particulièrement antidémocratiques. Il interdit les manifestations, il réprime les manifestations, il refuse toute forme de dialogue parce qu'il va jouer énormément en faisant croire que il y a des concertations, il y a des dialogues. Ce n'est pas vrai. Donc, dès lors qu'on n'a pas l'accès par les méthodes institutionnelles et qu'on n'a pas l'accès par les méthodes légales, qu'on n'a pas l'accès par les méthodes traditionnelle, on est obligé d'utiliser une autre méthode pour faire passer un message politique. Et l'action désobéissante, c'est une méthode efficace parce que, comme elle est transgressive, elle est entre guillemets un peu choc, elle attire l'attention médiatique.
Donc mais c'est vraiment qu'on est, en fait, on est contraint d'utiliser cela parce que en face, on va dire en gros oui, on va dire les dominants avec c'est un vrai problème, un enjeu de partage des richesses. Donc en gros, ceux qui capitalisent et ont toutes les richesses créent les conditions pour empêcher que tout message politique d'opposition ou de remise en cause passe. Et la désobéissance, c'est une façon de enrayer cela. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous fait remonter assez loin. Donc pour les, je remonte un petit peu dans l'histoire, mais en gros, après à la Révolution française, il y a aussi cette question-là où on a eu, tu vois, la libération du peuple, l'autogestion de son propre destin, etc., etc. Au final, la Révolution française se retrouve être une révolution bourgeoise, donc qui retrouve être dont la mainmise est un petit peu, l'ordre bourgeois qui lui est pas né noble, se dit ouais mais merde, eux ils foutent rien, moi c'est moi qui fais actuellement, j'aimerais bien avoir au moins les mêmes droits que les nobles, etc., etc. Et donc ils s'accaparent un petit peu cette question de on supprime les privilèges mais on les remplace par une société bourgeoise qui elle va créer ses propres institutions et et en gros va protéger pour l'avenir, tu vois, par exemple la question de la propriété privée, notamment individuelle, mais des moyens de production après. Et donc en gros les quelques petits restes qui permettent aux gens dans un moment de crise, alors que ce soit pendant la révolution industrielle où on avait cette opposition entre classe bourgeoise et prolétariat, mais surtout maintenant où on a une crise climatique, où on se rend compte que il va falloir réfléchir la production autrement. Ça veut dire reprendre l'appareil de production, ça veut dire au moins faire voter des lois, etc., etc. Et ce que tu décris, c'est que toutes les règles ont été créées et mises en place pour faire que le peuple, donc en gros les gens qui vont subir le plus les conséquences du changement climatique, mais aussi de la misère, de la pauvreté, etc., n'ont pas les moyens autrement qu'en allant voter une fois tous les 5 ans. En France, c'est le cas, là, c'est un peu ce qu'on appelle l'élection suprême, tu vois, l'élection du président. Et d'ailleurs, c'est l'argument qu'Emmanuel Macron utilise à chaque fois. Il dit, le soir de l'élection, il dit aux Français, je comprends qu'il y en a plein qui n'ont pas voté pour moi parce que vous m'aimiez pas, mais merci, et puis je vais prendre ça en compte dans mes futures remarques. Puis maintenant, il dit l'inverse, quoi. Il s'en tape, quoi. Donc en gros, il y a une longue tradition et une longue histoire politique qui explique pourquoi vous en venez. Une association comme Attac en vient à faire ce genre d'action. Est-ce que tu as une action symbolique que tu peux nous décrire, en plus de celle de Apple ? Et puis, est-ce qu'il y en a des à venir ? Enfin, non, c'est secret. Oui, alors... non, c'est ça. Alors, les à venir, on ne dit rien, mais effectivement, tout ce que tu décris, c'est vrai. Ça, là, tu parles de la Révolution française, mais on va parler de 1793 avec le droit à l'insurrection, qui a été, que dès lors que... C'est quoi le droit à l'insurrection pour c'est que c'est un article qui dit que quand le pouvoir abuse et qu'il a mis en place des lois qui vont trop loin, on a le droit de s'insurger, le droit à l'insurrection. Okay. On a le droit de se défendre, voilà. Et ça, c'est clairement dans la culture française. On dit les Français sont des manifestants, ils râlent tout le temps, etc. Mais c'est vrai que on a ce truc très chevillé au corps de s'autodéterminer. Le peuple a le droit de s'autodéterminer, et on est dans une démocratie très vivace. Ça veut dire qu'il faut sans arrêt se confronter, etc. Et si on n'est pas d'accord et qu'il y a une résistance qu'on estime autoritaire, le peuple se révolte, et il a le droit. On considère qu'on a le droit de se révolter. Ça fait partie de la démocratie. Et donc sur les actions, par exemple récentes, pour Attac, on a fait notamment la Samaritaine. La Samaritaine, c'est un magasin de luxe à Paris. Ok. Donc il y a des magasins connus comme les Galeries Lafayette, tout ça, mais la Samaritaine a été récemment achetée par Bernard Arnault, l'homme le plus grand, l'homme le plus riche du monde quelque temps, dit par Forbes, mais par Forbes, pardon. Mais c'est donc le milliardaire français le plus riche, un des plus grands milliardaires au monde, qui est présenté comme le fleuron de l'industrie française avec LVMH, Louis Vuitton, tout ça. Sauf que on a c'est quelqu'un qui profite largement des différents mécanismes d'évasion fiscale dans le cadre de ces sociétés, et qui et qui en plus profite des aides d'État, c'est-à-dire que c'est vraiment tu sais, il se présente comme on a fait une émission avec un bout là-dessus où pour moi Bernard Arnault était
communément, ce qu'on pourrait appeler, on n'aime pas le terme dans l'émission, mais en gros, un cas social dans le sens où il, plus que de produire de la richesse, etc., lui, il ne fait rien, mais il touche énormément d'aides de l'État, et à ce titre, et même plus, enfin, tu vois, il nous coûte plus à nous tous que ce qui nous rapporte, entre guillemets, tu vois. Donc, non. Il faut savoir que pour acheter à l'époque Louis Vuitton, qui était en perdition quand il a commencé, c'était en rachetant Louis Vuitton, il a eu 40 millions de francs d'aide d'État pour acheter. Donc, bien sûr que c'est... Voilà. Il faut savoir que, voilà, et c'est surtout quelqu'un qui n'a pas arrêté de délocaliser, détruire de l'artisanat et de l'artisanat en France. Donc, voilà, on sait comment s'est construit sa richesse, voilà, sans parler de la dimension patrimoniale, héritage, etc. Bon, héritage, etc. Donc voilà, donc c'est un symbole. Voilà, c'est un symbole de ces hyper riches dont l'indécence. Il symbolise l'injuste partage des richesses. Il symbolise tous les conflits actuels qu'on a autour, effectivement, aussi des profits exceptionnels, indécents, etc. Qui cristallisent l'attention, etc. Donc voilà. Et donc on s'en est pris à la Samaritaine parce qu'il venait de l'inaugurer en grande pompe avec Emmanuel Macron en tête de proue, qui est venu lui serrer la main et l'applaudir. Et donc nous, on a osé prendre des extincteurs qu'on a remplis de peinture noire, de la gouache noire qui part à l'eau, et on a projeté de la gouache noire sur toutes les vitrines de la Samaritaine. On a écrit dessus argent sale, et puis évidemment on a déployé des banderoles pour dire que pendant la crise, donc Covid, la fortune des milliardaires a doublé. Voilà, donc pendant que tout le monde est en crise et se serre la ceinture, eh bien les milliardaires, eux, ont doublé leur fortune, dont celle de Bernard Arnault. Donc voilà, et pour cette action, on a eu des réactions extrêmement fortes, un énorme bad buzz, ça a vraiment crevé tous les plafonds de verre médiatiques pendant une semaine. Nice. On a été top tweet, on était invité partout, et notamment on a vraiment vu le bloc bourgeois, un arc de force bourgeois qui s'est mis en place, on va dire des centristes jusqu'à l'extrême droite, pour nous taxer de ultra gauche, de radicaux évidemment. On nous a même traités de criminels, pour de la peinture à l'eau quand même. Nice. Donc de criminels, etc. Bravo. Donc ça a été impressionnant ce qui a été déployé comme élément de langage pour essayer de décrédibiliser ce qu'on disait. Et nous, ça a été l'occasion de dire, mais attendez, il a fait ça, il a fait ci, il va des temps, etc. Donc au final, ça a été un bad buzz assez utile pour vraiment cibler Bernard Arnault et mettre la lumière sur le fait que ces enrichissements indécents ne sont plus soutenables, et que c'est une des clés pour envisager la bifurcation écologique et sociale. Est-ce que tu dirais que Attaque est là aussi pour ouvrir la fenêtre d'Overton de l'autre côté? C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on choisit la désobéissance. Parce qu'on bouge, on joue sur une ligne rouge, on se met sur la crête de quelque chose qui ébranle, qui choque, qui dérange. On fait toujours très attention à la forme qu'on choisit. Donc, c'est pour ça qu'on prend de la peinture à l'eau. Parce qu'on a voulu nous accuser de dégradation lourde du patrimoine national. Sauf que la peinture à l'eau, ça part à l'eau. Donc non, c'est une dégradation légère et non pérenne. Voilà, donc on joue sur les qualifications juridiques des actions qu'on mène, de sorte que on puisse pas nous taxer donc juste de saccage, entre guillemets. Voilà. Et en même temps, c'est suffisamment subversif pour attirer l'attention. Et comme tu dis, bouger cette fenêtre d'Overton et imposer dans le débat public des sujets qui sont largement évités. Et notamment, pour le cas de la Samaritaine, on a ce qu'on appelle créer l'actualité. C'est-à-dire qu'on a imposé pendant une semaine dans les médias un sujet que les médias ne souhaitaient pas à la base traiter. C'est-à-dire l'enrichissement indécent des milliardaires. Il y a zéro paplard là-dessus. Il y a juste au moment du 440. Le 440, les chiffres sortent. Bon, là, on va avoir quelques articles qui disent « Oh là là, le 440 a encore doublé sa fortune ou a encore enregistré des profits records chaque année. » C'est des profits records malgré les multicrises. Donc, c'est ça. Là, le but, c'est ça. C'est créer de l'actualité et imposer un sujet politique dans l'actualité.
Super intéressant. Tout à l'heure, tu as appelé une expression. Nous, on essaie de décrypter pour que tous les francophones qui nous écoutent puissent comprendre un petit peu de quoi on parle. Tu as parlé notamment de bloc bourgeois. Le bloc bourgeois, comment, si tu devais décrire ce que ça veut dire cette chose-là, c'est une notion vraiment intéressante. C'est un peu lié à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur comment les règles sont un peu, nos règles démocratiques ont été créées et sont créées. Comment tu décrirais toi cette chose-là, le bloc bourgeois? Le bloc bourgeois, c'est ceux qui vont concentrer les richesses, c'est ceux qui vont concentrer la parole, c'est ceux qui vont concentrer l'économie, en fait, les moyens économiques par la possession d'entreprises. Et le bloc bourgeois, c'est en fait la classe dominante, c'est-à-dire la classe du capital, quoi. Ceux qui possèdent et qu'ils emploient pour maintenir leur possession. Genre, en gros, les médias, tu les mets un peu là-dedans, les politiques de droite, tu les mets un peu là-dedans. Les médias en France, totalement, parce qu'ils sont possédés par les plus grands milliardaires. Par exemple, le groupe Bolloré, qui possède de très nombreux médias en France. Bolloré, c'est l'extrême droite, hein, voilà. Bernard Arnault, il possède Le Parisien, qui est un journal qui est, entre guillemets populaire, qui est très lu. C'est un des plus lus en France, il me semble, Le Parisien. Et oui, donc voilà, faut savoir que ce bloc bourgeois possède tous les moyens pour maintenir leur ordre social, qui est profondément, évidemment, injuste. Et comme c'est un bloc qui est concentré sur maintenir cet ordre, ça passe aussi par garder le capital, garder les moyens économiques et de production. Ça veut dire nécessairement mettre en place un ordre anti-écologique. Voilà, c'est maintenir par nature un modèle productiviste. Donc c'est en fait le bloc bourgeois, c'est un vieux monde, hein. C'est-à-dire que malheureusement, c'est très poussiéreux, très ringard. Et nous, ce qu'on essaie de faire émerger, c'est un petit peu ça, c'est de dire que il représente quelque chose qui n'a plus de sens, plus d'avenir, et il s'accroche coûte que coûte à quelque chose qui met tout le monde à bas, et qui est en train d'asphyxier les gens et le monde, quoi. Et que ça, c'est un modèle qui est dépassé. C'était il y a 30-40 ans que le néolibéralisme a été mis en place. Toutes ces grandes théories de ruissellement, de ruissellement, toutes ces théories économiques, de libérer tout, ça va fonctionner. On voit bien qu'au contraire, ça fonctionne pas. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et la terre de plus en plus assiégée. Voilà, donc il y a un moment, il faut réussir à montrer que ce modèle-là, il a fait son temps, il a fait la preuve de son échec. Il faut passer à autre chose. Alors, justement, une question, c'est que nous, on se heurte souvent, Mélo et moi, qui sommes assez engagés, et puis même là, même si on est dans un milieu minoritaire francophone, etc., et puis surtout en Amérique du Nord, où nous, le macartisme a fait énormément de mal aux luttes sociales en général. Tu disais passer et préparer à passer à autre chose. De quitter ce monde poussiéreux pour passer à autre chose. Nous, on se rend compte qu'on a assez de mal à définir et à parler de cette autre chose désirable, autrement que par les mots qu'on a pu lui donner par le passé, et qui sont aussi les symboles, tu vois, d'échec. On peut parler du socialisme, on peut parler du communisme, etc., etc. Comment comment à Attaque vous envisagez justement le passage à cette autre chose? Est-ce qu'il y a un projet de société pour justement l'avenir désirable? Ouais. Alors déjà, c'est marrant parce qu'on va justement, cette année, c'est les 25 ans d'Attaque. Cool. Et pour l'occasion, on va sortir un guide qui va s'appeler le guide du futur désirable. Nice. Et justement, dans ce guide, voilà, donc c'est vraiment rigolo que tu dises ça parce que on va sortir un guide, le futur désirable. Et en gros, ça va être 20 portraits sur 20 thèmes de la vie, où on va proposer une solution concrète pour incarner ce que peut être ce futur désirable et comment concrètement on peut le mettre en place. Donc ce guide, il est pas nouveau parce qu'on a déjà fait un livre il y a 2 ans qui s'appelle c'est dingue, j'arrive pas à me rappeler du titre, pardon. J'arrive pas à me rappeler du titre, mais en gros c'est pareil, c'est un livre, un catalogue des différentes possibilités concrètes de modèles de société, tant au niveau économique qu'au niveau de l'agriculture, qu'au niveau de l'égalité professionnelle. Voilà, tous les sujets
qui pourrait permettre d'atteindre ce futur désirable. Et le futur désirable, nous, c'est très simple, enfin pour le caricaturer. Donc c'est une société, voilà, qui est tout simplement plus juste pour tout le monde et évidemment en adéquation avec la nature, quoi. C'est-à-dire que on peut par exemple avoir tout à fait une industrie. Voilà, avoir des usines, une industrie, mais avec un projet soutenable. Donc, par exemple, l'Attaque s'est engagée dans l'Alliance écologique et sociale, qui est une coalition de syndicats et d'associations sociales et d'associations écologiques, et qui va s'investir sur des sujets précis. Par exemple, on a une usine en France qui s'appelle Chapelle Darblay, et c'est une usine qui fait du papier journal recyclé, la seule qui fournit du papier journal en France encore, recyclé, et qui a une façon de faire qui déjà fait de l'emploi, fait du profit, raisonnable, on va dire, mais en tout cas, elle est rentable. Et en plus, elle a toute une chaîne de production totalement soutenable. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de proposer des alternatives qui créent de l'emploi, qui créent de l'emploi avec une vision égalitaire, parce que par exemple l'égalité professionnelle c'est un vrai levier en fait pour plein de solutions, et puis en même temps évidemment toujours sous le prisme des critères du cahier des charges écologiques. Nice. J'ai trouvé 2 livres j'ai Manuel d'histoire du futur et c'est ça. Okay. Ouais, cool. Merci beaucoup. Non, bienvenue. Avec plaisir. C'est cool. Vraiment intéressant du coup parce que nous on sait que c'est un des points sur lesquels on se heurte et on a du mal à expliquer ce à quoi peut ressembler le futur désirable du partage des richesses sans avoir l'air de vieux marxistes poussiéreux. C'est ça. Nous aussi, tu vois. C'est-à-dire en gros comment on redore notre comment on essaie d'expliquer cette avoir alternative. Une vision plus concrète aussi. Exactement. Parce que arriver avec des grands mots ou des souhaits, c'est bien, mais si on arrive avec que ça, on va pas avoir un grand groupe qui nous suit. Et c'est logique, je comprends. Si tu offres seulement qu'un rêve à quelqu'un, c'est OK, mais je peux pas manger avec un rêve. Yes. C'est clair. Nous, on a une forme, à Attaque, on a un peu installé. Déjà, on utilise souvent l'humour, la dérision. Et pour le cas, je parlais donc des Rosy, ces femmes qui ont réussi à faire émerger l'impact genré de la réforme des retraites, en dansant et en chantant des chansons qui dénoncent la réforme des retraites, avec une identité visuelle. C'est des femmes qui dansent en bleu de travail, en fichu rouge, en gants jaunes, qui ont réapproprié l'image de Rosy la rifteuse, etc. Eh bien, nous, on choisit la joie. On mise aussi pas mal sur la joie, pour à la fois attirer l'attention, favoriser de l'adhésion, voilà, et puis en même temps faire passer des messages, parce que la joie c'est aussi un moteur, c'est un canal, c'est un lien qui permet de à la fois rendre visible des choses, donner envie de comprendre ce qui se passe. Yes. Et ça c'est une des méthodes qu'on emploie. Il n'y a pas que ça, mais clairement nous que ce soit l'humour ou la joie, ça fait partie des méthodes qu'on utilise pour justement sortir de ce côté poussiéreux où on va taxer les gauchos pour en fait sortir de cet imaginaire, parce que c'est un imaginaire, Oui. mais nous on veut proposer un autre imaginaire, c'est-à-dire quelque chose, donc ce futur désirable, c'est-à-dire que c'est stylé, c'est glam, c'est tendance, c'est avant-garde, que de souhaiter une société plus juste et soutenable, quoi. C'est pas du tout l'idée, c'est ça, c'est comment montrer que c'est pas l'avenir au sens technologie ou modernité qui en fait ça c'était dans les années 80, mais plutôt ce qui est stylé, c'est de pouvoir que par exemple, je sais pas, je pense aux quartiers populaires en France. Les quartiers populaires en France, c'est des quartiers très mixtes et qui sont qui sont oubliés des politiques publiques. Et donc par exemple, je vois beaucoup de collectifs qui vont revendiquer le droit à une alimentation saine et bio. Voilà. Donc, par exemple, je vois dans des quartiers populaires, ils vont organiser des cantines gratuites pour que tout le monde, les précaires, puissent manger sain et bio. Par exemple, c'est des petits trucs comme ça qu'on peut projeter, montrer que c'est ça l'avenir en fait. Yeah. Ce que tu viens de décrire, c'est marrant parce que il y a plusieurs personnes qui réagissaient dans le chat et notamment Rachel qui disait ça donne envie d'être désobéissant un peu plus. Ouais. Ça fait plaisir. Je me demandais, dans ton parcours personnel, est-ce qu'il y a un moment de déclic? Tu as parlé de la transition écologique, la crise climatique, etc., qui a démarré quelque chose, mais est-ce qu'il y a une action
à laquelle tu as participé ou un moment vraiment où tu te souviens de t'être dit oui, c'est ça la façon de faire, la façon de passer un message? Moi, c'est vraiment dans la COP 21 que j'ai commencé, et notamment par la danse. Donc, nous, on faisait des danses participatives dans les manifestations au ralenti. Voilà, on montrait, on voulait aller à l'encontre de cette société qui va trop vite, trop fast, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours droit dans le mur. Et donc nous, c'était on faisait de la danse participative. Moi, mon vrai canal, sérieusement, c'est un peu étrange, mais c'était soigner mon obésité. Donc la médecine académique ayant échoué, j'ai cherché des alternatives. Et à partir du moment où on se plonge un peu dans les alternatives, paf, on tombe sur les lobbies de l'industrie agroalimentaire, etc. Et très vite, on va vers les questions écologiques. Moi, donc c'est plutôt ça. Ça a passé par manger sainement, correctement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une industrie derrière qui ne le permettait pas. Et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé le combat écologique. Et en fait, je me suis rendu compte surtout très vite, parce qu'après, il y a eu les mouvements loi travail en France en 2016. Yes. Voilà, les lois travail qui ont déboulé. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, l'écologie, pas que, et que maintenant, aujourd'hui, on ose le dire, les mouvements sociaux français l'affirment maintenant, c'est plus un tabou, mais climat, fin du mois, fin du monde, même combat. Voilà, maintenant, on ne décorrèle plus la lutte sociale de la lutte écologique, quoi. Ça va ensemble. C'est-à-dire que la lutte des classes, la lutte des classes, c'est l'objectif, mais ça passe aussi, on peut pas se décorréler des enjeux écologiques. Ok. Je pense que les intersections qu'on on décortique tranquillement, et c'est certain qu'il y en aura d'autres qui vont être corrélées et tout, mais je pense que l'intersectionnalité, c'est vraiment la méthode de logique dont on a besoin pour avancer, parce que sinon, c'est ça, on met tout dans une boîte. Ah, ça, c'est l'écologie. Ah, ça, c'est la lutte des droits de X. Et si on fait ça, on se bloque soi-même dans nos actions, parce que tout est connecté. D'ailleurs, oui, tout à fait. Une question souvent qui revient, et que des discussions qu'on a pas mal aussi, c'est cette question de les gens qui luttent depuis longtemps dans les mouvements sociaux ont du mal aussi peut-être à comprendre pourquoi des associations ou même des syndicats se mettent aussi à rejoindre, à inclure les luttes LGBT, à inclure les luttes féministes, à inclure les luttes environnementales. À quel moment, comment tu peux expliquer ce phénomène aussi que les gens qui croient en la lutte des classes ont aussi commencé à intégrer la lutte des genres, la lutte, l'antiracisme, l'anticolonialisme, etc. À quel moment et pourquoi cette mixture s'est fait à un moment dans les mouvements sociaux? C'est dur de dire à quel moment, là, je t'avoue. Je dirais que, par exemple, l'intersectionnalité progresse à mesure en fait des scandales. On va dire par exemple pour le cas du féminisme, c'est vraiment le mouvement MeToo qui a été, il y a un avant, il y a un après MeToo. En France, il a été un peu en retardement, mais aujourd'hui l'impact MeToo en France a eu des conséquences assez impressionnantes et ça donne par exemple l'élection de Sophie Binet, donc d'une femme à la tête de la CGT. Plutôt jeune à la tête de la CGT. Voilà, il y a encore très peu de temps, c'était pas possible. Donc voilà, donc il y a vraiment, c'est plutôt les scandales ou en tout cas les points de rupture où la société est confrontée à un sujet avec un point de rupture qu'il y a des avancées sur les luttes LGBT, notamment quand il y a des scandales de suicide ou et on voit que ça avance. Donc c'est les scandales qui marquent un temps. Voilà, ça fait un point de rupture et qui oblige la société civile à reconsidérer, à s'adapter et se dire mais c'est pas que ça. Il n'y a pas que ce problème-là. Il faut prendre le problème dans l'ensemble. Sur la lutte des classes, par exemple, donc avant la lutte ouvrière, on n'avait pas la question racisée ou la question genrée sur la lutte des classes. Sauf que, par exemple, pour le cas des retraites, et c'est pour ça qu'avec l'érosion on l'a montré, c'est que quand on sait que la réforme des retraites actuelle va faire supporter 60% des économies visées, sur les femmes, c'est bien. On peut pas nier qu'il y a un impact genré et ça va plus loin puisque on parle donc en France des premières de corvée, c'est-à-dire que les femmes en particulier qui vont être visées, c'est des femmes qui ont des métiers
qui ne sont pas valorisées. Yep. Ce qu'on appelle les premières lignes, c'est des métiers essentiels. Donc, c'est les auxiliaires de vie, c'est les femmes de ménage, c'est les AESH, c'est les caissières, etc. C'est tous ces petits métiers qui font tourner la société. Les femmes du soin, ce qu'on appelle les femmes du soin et du lien, les infirmières, les aides-soignantes. Et donc, elles font tourner la société et leurs métiers sont pas du tout valorisés. Elles ont des tout petits salaires, etc. Et donc, c'est elles qui ont qui ont des mauvaises carrières, qui ont les plus mauvaises retraites. Et voilà. Et sur le cas des premières de corvée, donc quand on parle des métiers comme ça peu valorisés, c'est aussi beaucoup de femmes racisées. Donc voilà, sur les femmes de ménage, sur les aides-soignantes, c'est beaucoup de femmes racisées. Donc on ne peut plus concevoir aujourd'hui les luttes sociales sans ça veut pas dire qu'on doit se concentrer que sous un biais. Ça veut dire placer l'entonnoir à l'envers. Plutôt que de voir les choses de manière très large et finalement, dans cette dans cette grande largesse, on n'arrive pas à calibrer les revendications finalement. Alors que quand on part avec l'entonnoir inversé, on calibre sur des sujets très précis. Ça va fragiliser ce qu'on conteste. Donc la réforme des retraites, on est arrivé avec des sujets très précis à fragiliser le projet de réforme et montrer qu'il n'était pas viable, qu'il n'était pas voilà, mais en partant de sujets précis. Et après, du coup, l'entonnoir peut s'inverser. On peut parler largement de la réforme en disant qu'elle est de toute façon globalement injuste pour tout le monde. Énorme. C'est marrant ce que tu dis parce qu'on a vu, et ça fait un peu le lien avec ce que tu décrivais en disant, mais la question de la joie, la question du fun, la question de tout ça est importante dans les luttes. Ça me fait vraiment penser à ce que sont en train de faire, ce qu'est en train de faire le collectif des Avertis dans les cortèges de manifs parisiens. Les Avertis, c'est un groupement LGBTQIA+, qui, j'explique pour les gens qui sont pas dans le délire, mais en gros, qui crée ce qu'ils ont appelé le Pink Bloc, qui est en gros en comparaison au Black Bloc, qui est ce groupement de désobéissance aussi, tu vois, qui va en gros provoquer la police pour montrer la violence d'État, tu vois, de l'autre côté. Le Pink Bloc, lui, est vraiment là pour faire la teuf, tu vois, vraiment là pour faire la fête et manifester. Ils sont ouvertement pour la lutte, engagés dans la lutte des classes, tu vois, mais c'est un groupement LGBT, affiché clairement, et ils font la fête. Et ça... Cool. Moi, en tout cas, moi qui suis beaucoup plus ouvert aux questions des droits LGBT et tout depuis que je suis au Canada, voir le Pink Bloc débarquer dans les photos que je vois, par exemple, des manifs en France, je me dis waouh, tu vois, c'est un des endroits où j'aimerais être, même si je suis pas membre direct de la communauté, tu vois, je kifferais, tu vois, je me dis punaise, c'est un endroit où j'ai envie d'être, quoi. Un peu comme les actions sur comme la danse pour les ça. C'est ça, t'as envie d'y être. Et en même temps, pourquoi pas aussi repenser certaines choses. Ça attire du monde, hein. C'est nice. Ça attire du monde. En fait, l'idée, le Pink Bloc, on connaît bien parce que souvent avec l'érosion, on est collés. En fait, il y a 3 cortèges qui vont être souvent collés. Il va y avoir le cortège de l'Alliance écologique et sociale, qui est un cortège qui est organisé aussi par Alternativa Paris, pour le cas des manifestations de Paris. Et du coup, là, c'est un cortège donc avec un DJ, un peu techno et tout, ça danse beaucoup. Après, il y a le cortège des Rosies. Donc là, c'est avec nos tubes, cortège féministe et tout ça. Et puis il y a le Pink Bloc. Donc là, c'est vrai que c'est un biais qu'on utilise en fait et qui fonctionne. Parfois on est taxé. Alors pour le cas des Rosies, mais de potiche ou danser, ça sert à rien. Attention, on est en colère. Vous êtes en mode joie alors que nous on souffre, on est cassé. Nous on veut le feu partout, on veut bloquer partout. Et on répond mais non, la joie et la colère combinées, c'est redoutable. C'est pas du tout, ça s'oppose pas. La joie, ça permet de tenir. Je pense à la lutte des femmes. Des femmes de chambre d'Ibis Batignolles. Avec les Rosies, on a déjà fait des occupations d'hôtel avec elles. J'explique, c'est une grève qui a fait 2 ans. Elles ont fait 2 ans de grève. Et au bout de 2 ans, elles ont obtenu toute leur revalorisation et elles ont fait plier le groupe Accor Hôtel, qui est une des plus grandes multinationales de l'hôtellerie au monde.
Et elles ont obtenu gain de cause au bout de 2 ans de grève. Parce que voilà, cette quinzaine de femmes a tenu pendant 2 ans avec leur caisse de grève et elles ont fait plier le groupe Accor. Et elles utilisaient notamment les occupations d'hôtels en dansant, en chantant. Et elles ont toujours utilisé la joie. Ça leur permettait, en fait, comme nous on le dit au Rosy, on dit ça aussi, ça désarme en fait la peur de faire quelque chose de transgressif. On ose le faire parce qu'on le fait sous une forme qui enthousiasme, qui donne du courage. Mais en même temps aussi, ça désarme en face. Est-ce qu'on va aller réprimer des personnes qui dansent, qui chantent? Non, voilà. Donc on a l'air inoffensif et avec cet air inoffensif, en fait, on fait passer beaucoup de messages politiques. Et l'autre élément, c'est que ça fédère. Du coup, on s'amuse ensemble, on passe du bon temps ensemble. On se prend du gaz, on se prend des matraques, mais on le fait dans la joie, dans la dynamique. Et en fait, finalement, ça permet de se rencontrer, se fédérer et tenir la distance, c'est-à-dire tout simplement garder la motivation intacte. Exact. Mais c'est ça. Parce que c'est un combat de long terme, de longue haleine, et que c'est pas des actions. Et tout le temps devoir vivre dans la haine pour rester motivé. C'est ça. Puis c'est dur. C'est dur. Et oui, les sujets qu'on traite, ils sont durs. On parle bien on veut revendiquer une vie meilleure. Ça veut dire qu'on parle des galères financières. Ça veut dire qu'on parle de notre anxiété à voir la planète brûler. Enfin, on traite que des sujets difficiles. Donc, si on les traite en faisant la gueule, autant, on a tendance c'est un argument qu'on entend très bien. Nous, avec Mélo, c'est un argument qu'on entend très bien. On fait l'émission dans ce format parce que sinon, non, mais on se jetterait par la fenêtre si on devait faire ça de façon déprimante tout le long. On parle de choses qui sont franchement horribles et déprimantes. Exact. En majorité, il y a un moment où soit tu le prends d'un côté ou des fois les gens qui écoutent l'émission me disent tu ris beaucoup, t'as quand même tu t'amuses quand même. Oui, mais si tout le long il faut que je sois déprimée en pensant aux gens qui ont leurs droits opprimés, pourquoi est-ce que je suis là? Il y a un moment où moi, en tant que personne, je pourrais plus le gérer. Donc, tout à fait. Faut quand même trouver des solutions. Nous, on dit, on prend la lutte au sérieux, mais nous, on ne se prend pas au sérieux. Voilà, exact. Il faut bien voir la différence. C'est que c'est pas être désinvolte par rapport aux luttes que d'utiliser une forme joyeuse ou une forme différente. C'est simplement la lutte, on la prend au sérieux, mais nous, on se prend pas au sérieux. C'est-à-dire que on va pas. C'est un choix. C'est un choix. On peut évidemment, il faut être sérieux quand on lutte et tout ça sur plein d'aspects, notamment la production d'analyse et tout ça. Mais pourquoi pas aussi varier les formes? Varier la forme, ça permet d'interpeller et puis ça permet aussi de convaincre d'autres personnes qui auraient tendance à être en défiance justement avec l'imaginaire caricatural qu'on a des luttes de gauche. C'est ça aussi, quoi. C'est lutter contre cette étiquette qu'on met sur les luttes progressistes, quoi, comme des luttes hard, des luttes confrontatives, des luttes voilà. Et là, l'idée c'est de bouger un petit peu le curseur pour que il y ait plus d'adhésion et quand on fait masse, on avance quand même. Yes. C'est un peu remettre un peu de couleur dans Germinal. C'est ça. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit comment on fait pour adhérer à Attaque ou pour rejoindre, parce que notamment la motivation c'est j'ai trop envie d'aller danser dans la rue aussi. Trop bien. Il suffit d'aller sur franceattaque.org. Il y a le site internet franceattaque.org et il y a un onglet j'adhère à Attaque ou je passe à l'attaque. Voilà. Cool. Et sur la danse, c'est Emma Goldman, une anarchiste, qui disait si je ne peux pas danser, je ne ferai pas votre révolution. Nice. Waouh. Ok. Vraiment cool. Du coup, la question pour adhérer. On a une dernière question. Avant, où est-ce qu'on peut toi te suivre si on a aimé ce que tu as dit et que on souhaite te suivre à titre personnel, mais aussi à suivre Attaque, etc., etc. Où est-ce que vous êtes présent? Alors nous, on est sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. On s'est pas mis à TikTok et on s'est pas mis à Twitch. Voilà, on est un peu, ça va venir peut-être, mais pour l'instant voilà. Mais en gros, c'est Twitter où on est pas mal actif sur Twitter. Et moi, sur mon compte à moi, c'est
@Yuli, YOULIE, Yam, YAM. Voilà. Nice, nickel. Cool. Et du coup, dernière question, nous, un peu le motto de l'émission, c'est CTRL-Z, c'est un peu annuler pour mieux refaire. S'il y avait une chose que toi, tu devais ou tu souhaiterais annuler, que ce soit perso ou plus sociétal, alors on imagine que ça va peut-être être plus sociétal, mais quelle est la chose que tu changerais dans le monde actuel et que tu referais différemment? Sur quoi est-ce que tu veux appuyer CTRL-Z? Le 440. Yeah. Je veux qu'on annule le 440. Ils veulent dissoudre les soulèvements de la Terre. Non, il faut dissoudre le 440. Hein, c'est quoi le 440 alors, pour donner un petit peu de contexte? C'est les 40 plus grosses entreprises qui, en fait, accaparent toutes les richesses, quoi. Donc, c'est la concentration du capital. Voilà. Et qui empêche toute répartition des richesses. C'est une réponse qui arrive assez souvent dans l'émission. Oui. On va pas se cacher. Sous différentes formes, mais là c'est bien technique. La source. Mais nous c'est ça. ATTAC, c'est Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. C'est ça l'acronyme. Nice. Donc effectivement, ça passe par. Nous, on pense que la finance, voilà, taper dans le portefeuille, c'est un levier qui est éminemment stratégique. C'est pas que c'est la base, mais c'est quand même éminemment stratégique si on veut pouvoir avancer, quoi. Et là, on est dans un tel niveau de concentration. C'est une chape de plomb. C'est une chape de plomb. Et si on n'arrive même pas à ça, on va avoir du mal à manœuvrer. Hein. Donc là, il y avait beaucoup d'actualités sur lesquelles on aurait pu discuter directement. On a choisi de faire plutôt une entrevue qui était générale sur la question des actions que vous menez. On aurait pu parler de ce qui se passe au niveau des banques, de LVMH qui va toucher encore 3 milliards aujourd'hui à cause de résultats records dans le milieu du luxe. Donc voilà, on a choisi de pas traiter ces sujets-là, mais plutôt de rester dans quelque chose de général qui invite à rejoindre ATTAC. Est-ce que toi, tu aurais une chose à ajouter avant qu'on se laisse? Là, il y a quand même un combat à bien observer contre la répression parce que là, il y a vraiment un glissement autoritaire en France. Donc là, le mouvement à suivre, c'est quand même le mouvement des soulèvements de la terre. Donc les soulèvements de la terre, c'est une coalition de gens, d'organisations, d'associations, etc., qui luttent contre les méga-bassines en France. Donc et il y a eu une très grande marche ce week-end, le week-end dernier, qui a été très très sévèrement réprimée. Donc on parle de 5000 grenades, on parle d'armement militaire qui a été mis en place pour des gens qui marchent pour dire que l'eau est un bien commun et qu'elle ne peut pas être accaparée par quelques-uns. Voilà. Et il y a un enjeu énorme parce que là on a eu 33 jours de sécheresse en France en plein hiver et les méga-bassines veulent justement accaparer l'eau en hiver pour le redistribuer en été pour l'industrie agroalimentaire. Donc en gros juste faire du maïs pour nourrir des bestioles. Et donc il y a un enjeu fondamental là sur l'eau et c'est vraiment le combat actuel. Et en plus, non seulement il y a la dimension de l'eau de l'écologie, mais avec Sainte-Soline, ce qu'il y a surtout derrière, c'est qu'il y a un appel de Darmanin, de l'intérieur du gouvernement, de dissoudre les soulèvements de la terre, parce que on a une crise démocratique en France avec le gouvernement Macron. Toute opposition est considérée comme terroriste, est considérée comme mettre en valeur les valeurs de la République. Donc en gros, actuellement, tout ce qui est en train de se mettre en place en France, c'est étouffer toute forme de contestation. Et surtout, on est dans une grave crise démocratique. Et Sainte-Soline est un symbole. Enfin voilà, le soulèvement de la terre, c'est vraiment le symbole de ce qui est en train de se passer. C'est intéressant ce que tu dis parce que en plus une des raisons qui a été invoquée alors secrètement mais pas officiellement par le pouvoir français, c'est aussi que les renseignements généraux français, donc les services secrets intérieurs globalement, si on doit un petit peu synthétiser, sont aussi un peu alarmés par les modes d'action du soulèvement de la terre parce que il semblerait être trop efficace dans la mise en place d'actions qui pourraient déstabiliser le pouvoir. Donc ça, on va appeler ça un compliment, je pense, pour l'organisation. Donc donc vraiment intéressant ce que tu dis, et merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. C'était vraiment nice. Et avec plaisir. Si il se passe bientôt une actualité avec une action peut-être à venir de la part de ATTAC, et que tu te dis que tu aimerais bien avoir une plateforme pour pouvoir en débriefer un moment d'ici, je sais pas, 2, 3, 4 mois, hésite pas, on reste en contact, et puis on pourra... Avec plaisir. C'était vraiment nice. Merci Yuli. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Bye. Au revoir. C'était vraiment nice. Hein. Nice. C'est vraiment nice. Wow. Je connaissais Attaque de nom, tu vois. Ouais. Puis j'ai vu c'est ça, leurs vidéos de, justement des Rosies qui dansent. Exact. Dans les manifs, là. Donc, c'est ça, t'as la police. Et là, t'as des gens en train de danser en disant, ça serait bien des droits égaux. Exactement. Et du coup, c'est vraiment, tu vois que c'est vraiment dur pour le bloc bourgeois de lutter contre des gens heureux qui luttent dans la joie. C'est vraiment une stratégie que je trouve vraiment très intéressante. Il y a plein d'autres questions dont on aurait aimé. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses desquelles on pouvait parler, mais là on a fait quelque chose d'assez synthétique aussi parce que on va le rappeler, cette émission, c'est une émission qui se veut internationale, francophone, et que tu sais, moi aussi je me rends compte, je pousse pas mal un peu trop pour la France des fois par rapport à dans l'émission. Je t'aime quand même. C'est vrai. Non mais tu sais, notre public se veut un peu international, on est basé au Canada, faut qu'on essaie d'équilibrer les choses, et je suis vraiment heureux, moi, tu vois, quand j'entends d'un côté Attaque et de l'autre côté Front commun Nouveau-Brunswick qu'on a eu la semaine dernière, et la semaine d'avant qu'on a eu Ecology Action Center, qu'on a eu Olga cette semaine dans l'émission, je me rends compte aussi de la portée qu'on commence à avoir un petit peu. Oui. Tu vois, être capable d'avoir des contacts de la francophonie internationale qui viennent nous parler là. Puis ça donne, pour moi, mais aussi j'espère pour chers auditeurs, bonjour, auditeurs et auditrices, un peu d'espoir aussi en se disant comme, tu sais, oui, il y a plein de choses qui se passent et elles sont franchement déprimantes rapidement, mais il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui se battent et c'est autant des personnes évidemment hyper qualifiées comme pour Ecology Action Center. Moi, je ne serais pas capable de vous expliquer la transition énergétique pas en détail, mais ou Yuli qui lutte par exemple contre l'évasion fiscale, etc. Tu vois. Mais ça inclut aussi vraiment des gens de tous les jours, de tous les niveaux de tout le monde. Donc ça veut dire que ça peut vous inclure aussi ceux qui écoutent. Est-ce que tu penses pas que avant d'être un militant qui prend la parole, tu vois, parce que tu vois un petit peu le schéma, c'est un peu ce que décrivait Yuli, tu vois, c'est quel est le schéma de, tiens, je me rends compte qu'une situation ne va pas bien, alors souvent c'est une porte d'entrée, c'est l'écologie, etc., etc. Puis, je rencontre une association, puis je comprends un peu mieux le monde qu'il y a autour de moi, je fais des liens avec, tiens, ça marche de telle manière, etc. Puis j'apprends aussi, tu vois, c'est une formation permanente, c'est ça aussi qui est un peu dur, c'est que on doit s'éduquer nous tous collectivement absolument à la question de ces luttes. Et ce que j'ai beaucoup aimé ce soir aussi, c'est à de nouveaux modes d'action. Exact. Et il y a de la place pour tout le monde, tu vois, quand on parle d'aller manifester, on parle d'aller danser, on parle de kiffer, on parle de distribuer des tracts. Tu sais, il y a des modes d'action qui sont, je pense, ouverts à tous de plus en plus. Mais c'est ça. Ça s'adapte à ta personnalité aussi, où il n'y a pas tout le monde. À ce que je sache, aller danser dans la rue pour toi, c'est pas nécessairement l'action que tu préfères. Parce que Valentin n'est pas super fan de danser. Mais pourquoi tu dis ça? Triste. Attends, tu dis ça? C'est triste. J'attaque. Non. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le studio actuellement et je la défends. Non. Ah putain, tu parles de ça. Ok. Alors, la blague. Non, la blague, c'est que. Oh merde. Non, mais il y a quelqu'un dans le chat qui dit Valentin doit danser. Attendez. Non. Regarde, ça pourrait être un but pour Patreon. Là, c'est si on atteint un certain montant, Valentin dansera, voilà. Pourquoi pas. La blague, c'est que dans la famille, il y a une idée. Enfin voilà, il y a beaucoup de danseurs dans la famille. Voilà. Alright. Et on essaie de me contaminer à ça. J'aime la danse. Non mais quel mot j'aime voir de la danse, regarder de la danse et tout. Je suis même. Alors, ça paraît étrange, hein. Mais pourquoi on parle de ça? J'en sais rien, moi. Ça paraît étrange, mais je me sens à l'aise dans mon corps et tout, tu vois, pour danser et tout. J'ai pas de problème. Mais c'est pas un kiff, tu vois. Genre, moi, je le fais par. Alors, je vais pas dire obligation sociale, tu vois, mais je sais pas pourquoi on parle de ça, mais c'est correct. Mais en gros, oui, c'est peut-être pas le mode d'action que j'aurais choisi en premier, tu vois. C'est juste ça que moi je disais. Ouais, j'avoue, je me suis un peu emballé pour me justifier. Tu te sens attaqué, là. Ça. Carrément. Bon, Mélo, on va manger. On va se laisser là, il est pile l'heure. Ouais. C'était vraiment cool. Ouais. Bonne émission. Merci tout le monde. On l'a pas beaucoup rappelé cette émission, mais juste si vous avez un Amazon Prime,
Eh bien, vous pourriez nous donner de l'argent gratuitement. Donc, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez une option de sponsoriser une chaîne Twitch une fois par mois. C'est-à-dire que vous pouvez seulement le faire une fois, mais vous pouvez le renouveler à chaque mois. Yeah. Puis ça nous donne un peu d'argent. Et cet argent, pour l'instant, va aller à Olga pour qu'elle puisse continuer à faire du journalisme. Mais il n'y en a pas assez pour l'instant, du coup, non, mais c'est complément. ça, ouais. On va bientôt lancer un Patreon pour que vous puissiez aussi soutenir. On va essayer de mettre ça moi j'aimerais bien mettre ça au prix d'un café. Ça dépend à quel café où, là, mais bon. Un Starbucks, non. Voilà, c'est un peu cher, là, justement. Un Tim Hortons, voilà, c'est rien du tout. C'est 70 centimes, je sais pas, un Tim Hortons. Je sais plus. On va mettre probablement l'équivalent de $1, €1, un truc comme ça. On va trouver un chiffre rond pour que vous puissiez nous soutenir et puis voilà, faire que le travail de Olga soit récompensé à la hauteur et tout. Enfin, voilà, je voulais juste envoyer ça rappel. Voilà, avant d'oublier. Tu es la garante des finances de cette... Et on fait ce qu'on peut. N'hésitez pas à nous envoyer des news que vous voyez passer d'un peu partout sur Instagram. Et puis, si jamais vous avez aussi des idées d'invités, n'hésitez pas à nous les proposer. Semaine prochaine, on aura quelqu'un qui va nous parler peut-être en direct du Liban. Yes. Peut-être, c'est pas sûr parce que cette personne est assez, j'en dis pas plus, mais est assez engagée dans les manifestations en France actuellement, mais avec un point de vue que je trouve assez intéressant, notamment de photographe. Yeah. Donc on va faire ça semaine prochaine. Prochaine émission, Valentin danse. voilà, prochaine émission, Valentin danse. Ouais, c'est ça. Allez, on va manger. Salut.